Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Chaque soir, Juliette avale le café que lui tend son mari. À peine la dernière gorgée franchie ses lèvres que ses paupières s'alourdissent. Son corps s'effondre presque aussitôt dans le fauteuil du salon. Les murs se brouillent, le monde chavire, une brume opaque l'enveloppe. Puis, au cœur de la nuit, une accélération sourde bat contre sa poitrine. Elle se réveille en sursaut, la bouche sèche, le front perlé de sueur froide. Dans le silence, une question lancinante grandit, pourquoi s'écroule-t-elle ainsi? Le lendemain, elle tente d'ignorer cette inquiétude qui ronge ses pensées. Elle se répète que c'est la fatigue, que l'hiver éreinte tous les organismes. Pourtant, son regard se pose sur la cafetière avec un frisson instinctif. Le parfum torréfié, autrefois réconfortant, lui semble étrangement métallique. Juliette note mentalement l'heure exacte où le vertige l'a saisie la veille. Elle compte les pas entre la table et le canapé, cherchant un indice quelconque. Chaque détail banal devient une menace voilée, prête à dévoiler un complot intime. Aux premières lueurs de l'aube, Juliette prépare le petit déjeuner sous un silence pesant. Elle soulève sa tasse et aperçoit au fond un dépôt blanchâtre insolite. Son cœur cogne comme un tambour de guerre dans sa cage thoracique. La porcelaine tremble entre ses doigts glacés par l'effroi. Une sueur froide dévale son échine malgré la chaleur de la cuisine. Elle approche la poudre de la fenêtre, les grains pâles scintillent comme des cristaux funestes. Dans ce reflet matinal, Juliette comprend que sa vie vient de glisser au bord d'un précipice. Les questions se bousculent, brutales, sans lui laisser le temps de respirer. Depuis combien de temps boit-elle cette mixture anesthésiante à son insu? Quel dessein tordu se cache derrière le geste doux de son mari attentionné? Elle repasse chaque conversation du soir, cherchant un lapsus révélateur. La pièce semble rétrécir, saturée d'un parfum de trahison. Juliette lève les yeux vers le couloir, guettant le moindre craquement suspect. Elle serre la tasse, jurant en silence qu'elle découvrira toute la vérité, quoi qu'il en coûte. D'un geste calculé, elle fait couler le café nocif dans l'évier, goutte après goutte. Le liquide sombre s'évanouit, emportant avec lui la confiance autrefois partagée. Juliette rince la tasse, effaçant toute trace de sa découverte terrifiante. Ses mains agissent avec un calme froid, tandis que son esprit hurle de colère. Elle remplit à nouveau la tasse d'eau claire pour simuler la boisson buvable. Quelques gouttes ruissellent sur la soucoupe, parfaite imitation d'une dégustation récente. Elle ajuste son souffle, prête à jouer le rôle de la femme assommée par le sommeil. Dans le salon, elle s'allonge sur le canapé, refermant à demi ses paupières. Sa respiration ralentit, mesurée, feinte, orchestrée comme une scène de théâtre. Le tic-tac de l'horloge scande les secondes d'une attente étouffante. Pas léger dans le couloir, son mari approche, convaincu de son succès criminel. Il se penche, vérifie son pouls, un sourire complice à des desseins obscurs. Juliette, immobile, grave chaque mot qu'il murmure, chaque souffle de complot. Lorsque la porte claque derrière lui, elle ouvre enfin les yeux, la guerre silencieuse vient de commencer. Juliette reste couchée, muscles bandés, feignant toujours l'abandon du sommeil. Dans le couloir, le parquet grince sous les pas assurés de son mari. Il sort son téléphone, croyant qu'aucune oreille ne veille. Sa voix se fait serpent, basse, tremblante d'avidité. Ne t'inquiète pas, bientôt tout sera à nous, chuchote-t-il. Il parle d'héritage, de signature, de médecins complices. Chaque mot perce la fausse torpeur de Juliette comme une aiguille en plein cœur. Elle enregistre mentalement la date, l'heure, les promesses criminelles. Son souffle reste régulier, discipline apprise dans sa jeunesse au théâtre. Un pas brusque, il referme sa valise et claque la porte de l'appartement. Le silence revient, poisseux, chargé de menaces. Juliette ouvre enfin les yeux, l'horreur gravée dans ses pupilles dilatées. Elle sait désormais qu'il ne s'agit pas seulement de sommeil imposé.
Il s'apprête à la dépouiller vivante, à effacer son existence pour de l'argent. Elle se traîne jusqu'à la salle de bain, lumières éteintes pour ne pas être vue. Ses doigts crispés agrippent le rebord du lavabo froid. Le miroir reflète un visage blême, taché de trahison et de café empoisonné. Une première larme lourde glisse, traçant une brûlure salée jusqu'au menton. Elle étouffe un sanglot contre sa main pour ne pas alerter les voisins. L'ampoule au-dessus d'elle grésille faiblement, comme si le monde vacillait aussi. Chaque battement de son cœur répète le même refrain, il voulait ma mort lente. Juliette ouvre le robinet et laisse l'eau couler, bruit de cascade pour masquer sa peine. Sous la file indienne des gouttes, elle rince ses joues, mais la douleur reste incrustée. Elle songe aux anniversaires partagés, aux cadeaux fins d'amour sincère. Tout prend la couleur du mensonge, même les serviettes brodées à leurs initiales. Pourtant, dans le reflet mouillé, un éclat d'acier apparaît dans son regard. Ses larmes se transforment en carburant d'une colère méthodique. Elle jure qu'elle ne pleurera plus qu'à la prononciation de sa condamnation. À l'aube rose, elle compose fébrilement le numéro de Claire, son amie d'enfance. Sa voix chevrotte, mais elle ne laisse aucun détail dans l'ombre. Elle décrit la poudre, les vertiges, le chuchotement perfide de la veille. Au bout du fil, Claire écoute en silence, chaque mot gravé comme un acte d'accusation. Juriste aguerrie, elle reconnaît d'emblée la tentative d'empoisonnement. Elle promet de passer dans l'heure, munie de conseils et d'un plan d'action. Juliette raccroche, un souffle plus stable, consciente qu'elle n'est plus seule. Quelques rayons pâles percent les rideaux lorsque Claire frappe à la porte. D'un regard circulaire, elle inspecte la cuisine, la tasse suspecte soigneusement mise à part. Entre deux respirations, elle expose la nécessité d'une preuve scientifique irréfutable. Elle propose d'envoyer un échantillon au laboratoire judiciaire de la préfecture. Juliette acquiesce, serrant le bras de son amie comme une bouée. Ensemble, elles scellent dans un sachet la substance blanchâtre, acte premier de leur révolte. Le pacte est scellé, elles mèneront ce combat jusqu'au dernier souffle, coûte que coûte. Claire, d'un geste précis, sort une paire de gants et une petite spatule stérile. Elle récupère délicatement les résidus de poudre dans le fond de la tasse. Le sachet de prélèvement est scellé avec une rigueur presque judiciaire. Elle note l'heure, la date, le contexte exact de la découverte, comme deux inspectrices du réel. Juliette signe, la main tremblante, un document que Claire a rédigé pour accompagner l'échantillon. Elles savent que cette simple preuve pourrait faire basculer toute une vie. En silence, elles quittent l'appartement et montent dans la voiture de Claire. Le trajet jusqu'au laboratoire est tendu, ponctué de regards dans le rétroviseur. Juliette sent son estomac se nouer à chaque feu rouge. Elle craint que son mari surgisse, comme s'il pouvait tout deviner, tout arrêter. Claire, concentrée, suit les panneaux jusqu'à l'entrée du centre d'analyse. Elles remettent l'échantillon à la réceptionniste, qui promet un résultat dans 3 jours. Juliette serre le reçu comme si c'était un talisman contre la peur. Elles repartent sans un mot, conscientes que le compte à rebours est enclenché. 3 jours plus tard, le téléphone sonne alors que Juliette range la vaisselle. Sa main se crispe sur une assiette quand elle reconnaît la voix du laboratoire. La technicienne annonce la présence confirmée d'un sédatif puissant dans l'échantillon. Juliette ferme les yeux, l'émotion montant d'un coup, brutale comme un coup de poignard. Ce n'était pas un doute. Ce n'était pas une paranoïa. C'était une vérité chimique. Elle murmure un merci presque inaudible avant de raccrocher. Ses jambes cèdent, elle glisse le long du mur jusqu'au sol, le souffle court. Claire arrive dans l'heure, alertée par un simple message, c'est confirmé. Elle trouve Juliette prostrée, tenant la feuille du laboratoire entre ses doigts froids. Le papier détaille les doses, la dangerosité, les effets secondaires probables. Il aurait pu te tuer, souffle Claire en lisant à voix haute. Juliette relève les yeux, rouges, gonflés, mais pleins d'une flamme nouvelle. Elle n'est plus une femme dans le doute.
Elle est une victime avec des preuves. Point. Et maintenant, elle veut justice. Pas vengeance. Justice. Le soir même, Juliette sort un vieux carnet à spirale qu'elle cachait dans un tiroir. Point. Elle commence à écrire tout ce dont elle se souvient, jour après jour. Point. Les malaises, les trous de mémoire, les absences inexplicables de son mari. Point. Chaque page est remplie d'horaires, de symptômes, de dialogues glaçants. Point. Elle note les marques laissées par les médicaments, confusion, somnolence, migraine. Point. Son écriture est tremblante au début, puis devient plus assurée à mesure qu'elle se libère. Point. Elle ne raconte plus son histoire, elle la documente comme une enquête judiciaire. Claire la guide dans cette reconstruction méthodique, lui prêtant même un dictaphone. Point. Juliette enregistre les détails qu'elle ne peut pas encore écrire, les émotions trop lourdes. Point. Elle se surprend à revivre certains soirs avec une clarté effrayante. Point. La peur ne l'empêche plus d'agir, elle l'alimente, la rend lucide. Point. Chaque ligne écrite est une pierre posée contre le mur du silence. Point. Elle garde le carnet dans une boîte en fer, cachée sous une latte du plancher. Point. Juliette sait que ce journal, un jour, sera sa voix là où la parole pourrait lui manquer. Juliette cherche des documents bancaires quand une chemise oubliée glisse du classeur. Point. Parmi les relevés, une facture d'hôtel saute aux yeux, de nuit réservée au nom de son mari. Point. La date correspond à un week-end où il prétendait être en séminaire. Point. Le logo doré de l'établissement brille comme une injure sous la lampe du bureau. Point. Elle passe le doigt sur le tarif exorbitant, image criante d'un luxe secret. Point. Au bas du reçu, un supplément, dîner romantique pour deux, glace son sang. Point. La feuille tremble entre ses doigts, signe que la tempête intérieure commence à rugir. Elle photocopie soigneusement la preuve et la glisse dans le carnet d'épreuves. Point. Sa respiration se fait courte, son pouls résonne dans ses tempes. Point. Chaque souvenir d'amour partagé se fissure comme du verre fragile. Point. Pourtant, elle refuse de s'effondrer, la vérité lui donne une force têtue. Point. Elle se promet de ne plus croire un seul mot sans trace écrite. Point. Cette facture devient le chaînon qui relie l'empoisonnement à une motivation sordide. Point. Elle repose la chemise, le regard durci, prête à déterrer toutes les autres mensonges. En haut de la facture, un nom griffonné attire soudain son attention, Mathilde Vasseur. Point. Juliette revoit aussitôt la jeune assistante au sourire trop parfait, présente à chaque cocktail. Point. Un parfum sucré remonte à sa mémoire, celui qu'elle trouvait persistant sur les vestes de son mari. Point. Son estomac se noue, mêlant dégoût et humiliation dans un même vertige. Point. Elle comprend que la poudre dans son café n'est qu'une partie du complot. Point. L'adultère s'allie au meurtre déguisé pour voler ses biens et sa dignité. Point. Cette certitude transforme sa douleur en une rage froide, presque lumineuse. Juliette feuillette son journal, ajoute le nom de Mathilde à la liste des complices présumés. Point. Elle se souvient des regards furtifs échangés lors de la fête de fin d'année. Point. Tout s'éclaire, la maîtresse encourage la disparition lente de l'épouse gênante. Point. Elle serre le stylo si fort qu'il manque de se briser, mais elle ne cède pas. Sa détermination se nourrit de chaque trahison révélée. Point. Pour la première fois, elle goûte une lueur d'ironie, il la croyait faible. Point. Ils découvriront bientôt qu'elle s'est transformée ses larmes en acier. Le soir même, Claire arrive avec un petit micro dissimulé dans un cadre photo banal. Point. Elle le place près de la cuisine, là où le mari aime passer ses appels tardifs. Point. L'appartement résonne d'un calme tendu, comme avant un orage d'été. Point. Juliette vérifie le voyant rouge, l'enregistrement est lancé, discret mais implacable. Point. Elle se retire dans la chambre, la porte entr'ouverte, le cœur battant à l'unisson. Point. Quelques minutes plus tard, la clé tourne dans la serrure, annonce de sa présence. Point. Sa voix familière remplit l'air, douce, presque chantante, ignorant qu'elle signe sa perte. La clinique est prête, le médecin t'attend, elle ne comprendra rien, souffle-t-il. Point. Il détaille les formalités, les papiers d'interdiction bancaire déjà préparés. Point. Chaque phrase s'inscrit sur la bande sonore comme un acte d'accusation. Point. Juliette serre la main de Claire, mélange de peur et de triomphe silencieux. Point. Elles se retiennent de réagir,
prisonnière d'un théâtre dont elles connaissent l'issue. Quand il quitte enfin la pièce, le silence retombe, lourd et révélateur. Le micro clignote encore, elles tiennent désormais la confession qui fera éclater la vérité. À l'aube, Juliette convoque son mari dans la cuisine, la voix calme mais tranchante. Sur la table, elle dépose la tasse, la facture d'hôtel et une copie du rapport toxicologique. Il esquisse un sourire condescendant, certain de pouvoir la manipuler encore une fois. Elle ne scie pas, annonce qu'elle connaît tout, la poudre, Mathilde, la clinique. Son regard se plante dans le sien comme une lame, exige une explication immédiate. Le visage de l'homme se ferme, un éclat de peur passe avant qu'il ne devienne méprisant. Et tu délires, crache-t-il, mais sa voix tremble, trahissant la panique qui monte. Juliette sort alors le téléphone qui diffuse l'enregistrement de la veille, glaçant l'air. Les mots infâmes résonnent, lui ôtant toute porte de sortie honorable. Acculé, il frappe du poing la table, renversant la tasse vide dans un geste brutal. Elle recule d'un pas, garde la tête haute, refuse de flancher sous la violence verbale. Il hurle qu'elle signera les papiers ou qu'elle finira internée de gré ou de force. Juliette répond d'un ton posé qu'elle ira elle-même à la police cet après-midi. La bataille est déclarée, et chaque respiration désormais pèse comme une menace. Quelques heures plus tard, Juliette découvre un courrier recommandé glissé sous la porte. L'entête révèle le nom d'une clinique psychiatrique privée, réputée pour ses séjours forcés. À l'intérieur, son dossier médical falsifié annonce un diagnostic de « délire paranoïde ». Elle comprend que son mari a déjà tout préparé pour la faire interner sans recours. Un frisson glacial lui parcourt l'échine tandis qu'elle relit la signature du médecin complice. Les murs de l'appartement semblent se rapprocher, transformant son refuge en piège. Pourtant, au fond de son regard, la flamme de la résistance brûle plus forte encore. Elle photographie chaque page, envoie les clichés à Claire avec une note urgente. Son ami répond aussitôt, « Nous requérons une injonction judiciaire dès ce soir ». Juliette rassemble pièces et enregistrements, glisse tout dans une pochette cartonnée. Elle repense à la chambre capitonnée où il la verrait dépérir, prisonnière de faux diagnostics. Cette vision nourrit sa détermination, elle refuse de perdre sa liberté sans combattre. Elle ferme les volets, vérifie 2 fois la serrure, préparant sa riposte avec minutie. Dans le miroir du couloir, elle se murmure que la peur est un luxe qu'elle n'a plus. Le lendemain, Juliette se rend discrètement à la clinique pour vérifier l'admission programmée. À l'accueil, une infirmière aux yeux doux, Élise, consulte le dossier et fronce les sourcils. Elle remarque l'absence d'examen préliminaire et la signature douteuse du psychiatre. Juliette saisit l'occasion, confie en chuchotant l'empoisonnement et les faux documents. Le visage d'Élise se durcit, elle déteste les abus de pouvoir dissimulés sous le vernis médical. Elle promet de retrouver les enregistrements de la réunion interne où le mari a soudoyé le médecin. Un contact clandestin naît dans ce couloir aseptisé, fragile, mais porteur d'espoir. Le soir même, Élise envoie à Juliette une clé USB glissée dans une enveloppe anonyme. Les fichiers audio révèlent la négociation sordide, argent contre internement indéfini. Juliette écoute, le cœur serré, chaque mot scellant sa condamnation manquée. Cette preuve inattendue complète l'arsenal déjà rassemblé par Claire. Les pièces s'emboîtent, dessinant un complot d'une cruauté méthodique. Juliette remercie l'infirmière par un message codé, une graine de justice a germé. Dans la nuit parisienne, elle sent pour la première fois que la balance se rééquilibre. Claire fixe un rendez-vous express avec un procureur réputé pour son intransigeance. Dans le sac de Juliette, les preuves s'empilent, rapport toxicologique, enregistrement, facture d'hôtel. Elle traverse le palais de justice, talons claquants comme un tambour de guerre. Le procureur épluche chaque pièce, son stylo surligne les éléments clés sans lever les yeux. À mesure que le puzzle se dévoile, son visage se ferme, indigné par la perfidie.
Il rédige aussitôt une plainte pénale pour tentative d'empoisonnement et escroquerie aggravée. Juliette appose sa signature, sa main enfin ferme, scellant l'acte d'accusation. Le greffe enregistre la procédure, déclenchant l'ouverture d'une enquête prioritaire. Un officier de police judiciaire est dépêché sur le champ pour perquisitionner le domicile conjugal. Claire remet aussi la clé USB d'Élise, preuve sonore du complot médical. Le procureur y voit la confirmation d'une association criminelle d'envergure. Il ordonne la saisie des comptes bancaires pour éviter la fuite des capitaux détournés. Juliette observe la machine judiciaire se mettre en marche, mélange d'effroi et de soulagement. Elle sait qu'à partir de cet instant, le temps joue contre son mari et sa maîtresse. Au petit matin, une brigade en civil débarque dans l'entreprise du mari, badge en main. Les employés, sidérés, voient leur directeur menotté devant l'ascenseur en verre. Ils tentent de protester, mais les agents récitent calmement les chefs d'inculpation. Le claquement des menottes cloue un silence lourd dans l'open space. Juliette, restée à distance, assiste à la scène depuis la rue, cœur battant. Le regard de son mari croise le sien, mélange de fureur et d'incrédulité. Enfin, elle tourne les talons, laissant la police refermer la portière du véhicule. Au commissariat, l'interrogatoire débute sous les néons sans indulgence. Il clame son innocence, parle de jalousie maladive, accuse Juliette de complot. Mais les enregistrements diffusés font vaciller son aplomb minute après minute. Les policiers soulignent les contradictions, date, somme d'argent, faux diagnostic. Confronté au rapport de toxicologie, il détourne les yeux, sue à grosses gouttes. Son avocat demande une pause, pressentant la déroute, mais le flot de preuves est implacable. La garde à vue est prolongée 24 heures supplémentaires pour vérification bancaire. Dès l'arrestation, les médias locaux publient l'affaire en manchette, un chef d'entreprise parisien soupçonné d'avoir drogué son épouse pour s'emparer de sa fortune. Des camions satellites se massent devant le commissariat, micro tendu vers la moindre rumeur. Les voisins de Juliette découvrent, stupéfaits, le drame silencieux qui se jouait derrière ces volets. Les sites d'actualité relaient la bande sonore où le mari complote avec la clinique privée. Le nom de Mathilde apparaît, ses réseaux sociaux sont envahis de commentaires furieux. La réputation de l'entreprise chute en bourse, investisseurs en fuite face au scandale. Juliette, retranchée chez Claire, suit les flash infos le visage livide, mug de thé intact. Chaque titre confirme qu'elle a brisé l'omerta, mais l'expose aussi à l'opinion publique. Elle redoute les représailles, les manipulations médiatiques, pourtant reste droite. Claire lui rappelle que la lumière protège, que l'ombre favorisait le crime. Le téléphone vibre, Élise annonce que d'autres employés prêts à témoigner se manifestent. Une chaîne de solidarité naît, inattendue, tissant un filet autour de la vérité. Juliette inspire profondément, la tempête est violente, mais elle sait désormais nager au cœur des vagues. Mathilde est convoquée à l'aube, visage blême, main moite sous la lumière crue. L'enregistrement de la clinique tourne en boucle, martelant son silence coupable. Elle comprend que le plan parfait s'effondre comme un château de cartes mouillées. Les enquêteurs promettent clémence si elle parle avant qu'il ne soit trop tard. Les larmes ruinent son mascara imaginaire, la terreur balaie son insolence. La peur d'être mêlée à un meurtre la fait rompre son pacte de loyauté. Elle réclame un verre d'eau et murmure qu'elle est prête à tout avouer. Les aveux jaillissent, chaotiques, mêlés de sanglots et d'un parfum de regret. Elle livre SMS, virements bancaires, promesses d'appartement et de direction. Chaque mot consigné ajoute un clou de plus au cercueil judiciaire du mari. Mathilde quitte la salle, vide, sentant sa vie dorée perdre tout éclat. Juliette, informée par Claire, écoute le compte rendu, souffle tremblant de soulagement. Un étage supplémentaire s'élève dans la tour de preuves accablante. La chute du bourreau devient inévitable, l'horizon de Juliette se dégage enfin. Juliette est convoquée pour confrontation, les néons dessinent des ombres sévères. Derrière la vitre sans teint,
Elle voit son mari froissé dans sa chemise de luxe. Point. Les souvenirs d'amour se mêlent à la nausée provoquée par le poison ingéré. Point. Malgré le vertige, elle déroule chaque malaise avec une précision chirurgicale. Point. Sa voix, ferme, transforme la douleur en marche d'escalier vers la justice. Point. À minuit passé, la déposition s'achève, la tension électrique flotte dans la pièce. Point. Les policiers la remercient, conscients qu'ils tiennent une victime devenue témoin clé. Dehors, la pluie fine colle ses cheveux, mais clarifie ses pensées embrumées. Point. Elle refuse la voiture de Claire, marche pour dompter l'adrénaline persistante. Point. Les sirènes lointaines rappellent que le monde tourne, indifférent au drame privé. Point. Sur un banc désert, elle lit un message: Élise a fait suspendre le médecin complice. Point. Une braise d'espoir chauffe son sang, les pièces s'emboîtent sans qu'elle fléchisse. Point. Quand le ciel pâlit, elle n'a pas dormi, mais elle se sent plus solide que la veille. Point. L'aube grise se fait promesse: aujourd'hui, la vérité sortira en pleine lumière. À l'aube, son téléphone vibre, le mari est libéré sous caution astronomique. Point. Une société écran paie la somme, il traverse la meute de journalistes impassibles. Point. Devant les caméras, il clame être victime d'une machination orchestrée. Point. Juliette suit la scène depuis la télévision, mâchoire serrée mais regard lucide. Point. Elle sait que cette liberté est précaire, corsetée par l'enquête implacable. Point. Sa peur renaît, un prédateur blessé est souvent le plus dangereux. Point. Elle respire profondément, s'ancre dans la certitude que la loi reste de son côté. Claire appelle le procureur, obtient une mesure d'éloignement immédiate. Point. L'ordonnance, affichée sur la porte, devient un bouclier légal contre toute approche. Point. L'appartement n'est plus une cellule mais un poste de commandement vigilant. Point. Juliette centralise nouveaux témoignages et emails de soutien des anonymes. Point. Chaque message élargit le cercle protecteur, rogne l'ombre de la peur. Point. Elle relit son journal, voit le chemin parcouru, puise dans ses pages sa résistance. Point. Le procès s'annonce, et elle se jure de tenir, convaincue que la vérité triomphera. Au premier jour d'audience, la salle des assises déborde de curieux et de caméras. Point. Juliette avance entre les bancs, menton levé, tailleur sobre qui masque ses tremblements. Point. Le parquet sent la cire fraîche, comme si le tribunal voulait masquer l'odeur de scandale. Point. Les journalistes griffonnent déjà, captant chaque battement de ses cils. Point. Derrière elle, Claire porte un dossier épais, symbole de la vérité accumulée. Point. Sur le banc des accusés, son mari ajuste sa cravate, masque de marbre fissuré. Point. Le président du tribunal demande le silence, et la tension devient presque matérielle. Les questions fusent, précises, éliminant tout échappatoire possible. Point. Juliette décrit les vertiges, la poudre, l'hôtel, la fausse admission en clinique. Point. Sa voix ne tremble qu'une fois, lorsqu'elle évoque la nuit où elle a feint le sommeil. Point. L'assistance retient son souffle, fascinée par la métamorphose de la victime en accusatrice. Point. L'avocat de la défense tente de la discréditer, parle de crise d'angoisse imaginaire. Point. Mais chaque insinuation rebondit, brisée par la cohérence implacable de son récit. Point. Lorsque Juliette regagne sa place, un murmure d'admiration parcourt la salle. Claire se lève, appelle à la barre les experts toxicologues. Point. Leur rapport certifie une dose suffisante pour altérer gravement la conscience. Point. Le juge examine les graphiques, sourcils froncés, visage fermé. Point. Puis vient l'enregistrement audio, diffusé dans un silence religieux. Point. Les mots « elle ne comprendra rien » résonnent, glaçants, incontestables. Point. Sur l'écran, des relevés bancaires prouvent les virements à la clinique et à Mathilde. Point. Chaque pièce s'emboîte, créant un piège dont l'accusé ne peut plus se défaire. L'avocat de la défense balbutie, demande une suspension que le juge refuse. Point. Mathilde, appelée à témoigner, confirme tout, visage ravagé par le remords. Point. Les jurés prennent des notes fébriles, conscients de la gravité des faits. Point. Les professeurs de droit présents chuchotent, rarement dossier fut aussi étayé. Point. Juliette observe le banc adverse, voit la panique gagner chaque visage. Point. Même le médecin complice, cité par visioconférence,
reconnaît l'accord financier. À cet instant, la cour entière comprend que le verdict est déjà écrit dans les preuves. Après 3 jours d'audience, le président revient, robe noire flottant comme une sentence. Il lit, d'une voix claire, la décision du jury, coupable sur tous les chefs. Tentative d'empoisonnement, fraude, association criminelle, les mots claquent comme des coups de fouet. La peine tombe, 12 ans de réclusion, interdiction définitive d'approcher Juliette. Un cri étouffé s'échappe de la mère de l'accusé, vite réprimé par l'huissier. Le mari, livide, chancelle avant que les gendarmes ne le soutiennent par les coudes. Les flashs crépitent lorsque les menottes se referment, symbole de justice rendue. Juliette ferme les yeux une seconde, goûte le silence qui suit le vacarme. Une brise semble traverser la salle, légère, presque parfumée de liberté. Ses épaules se détendent pour la première fois depuis des mois. Claire lui serre la main, regard brillant de larmes discrètes mais victorieuses. Les journalistes se pressent, mais Juliette ne répond qu'avec un simple « merci ». Elle sait que la route sera encore longue pour réparer les ruines intérieures. Pourtant, en sortant sous le ciel gris de Paris, elle sent que chaque pas appartient de nouveau à sa propre histoire. La semaine suivante, Juliette reçoit la notification des huissiers, les dettes cachées dépassent tout ce qu'elle imaginait. Les comptes communs sont gelés, les factures impayées affluent comme une marée noire. Elle décide alors de mettre en vente la grande maison où chaque pièce saigne de souvenirs. Le notaire confirme qu'une cession rapide couvrirait juste les emprunts contractés dans son dos. Dans les couloirs vides, elle emballe quelques photos, laisse les meubles qui lui pèsent trop lourd. Chaque carton fermé ressemble à une page tournée, même si le cœur proteste à chaque scotch déchiré. Sous le porche, elle jette un dernier regard aux glycines, puis remet les clés, sentant un arrachement mais pas de regret. Avec le chèque de la vente, elle rembourse les créanciers sans négocier, par dignité plus que par obligation. Il ne reste presque rien, à peine de quoi louer un 2 pièces modeste au but de Chaumont. Pourtant, elle refuse de voir dans ce compte vide une défaite définitive. Elle se promet de bâtir sur la frugalité un avenir dépouillé, mais libre de toute ombre toxique. Chaque euro préservé devient un symbole de renaissance plutôt qu'un rappel de perte. Elle garde précieusement le journal d'épreuves, non pour se venger, mais pour se souvenir de sa force. En refermant le classeur, elle murmure « Je tournerai la page, mais je n'oublierai jamais la leçon ». Le lendemain, un courriel inattendu arrive de l'ancien refuge animalier où Juliette était bénévole. Ses collègues ont découvert son histoire dans la presse et veulent organiser une collecte solidaire. Un message groupé propose un « week-end de l'espoir », vente de gâteaux, promenade de chiens payante, tombola. Juliette lit chaque ligne, les yeux embués, émue par cette chaîne d'affection simple. Elle n'a jamais demandé d'aide, mais l'amitié surgit parfois sans invitation. Elle accepte, non par charité, mais pour partager la victoire de la justice avec ceux qui croient encore en l'empathie. L'événement est fixé au parc municipal, là où les chiens courent sans laisse comme des éclats de liberté. Le samedi venu, le soleil de mai réchauffe les stands improvisés aux nappes à carreaux. Des inconnus glissent des pièces dans la tirelire, écoutent le récit résumé de son courage. Un petit garçon offre son argent de poche, convaincu que « il faut protéger les gentilles dames ». Juliette tient la caisse, sourire timide, retrouvant le sens de la communauté qu'on avait voulu lui voler. À la fin de la journée, la somme récoltée dépasse toutes les attentes, permettant de régler le premier loyer. Elle remercie chacun, serre des mains, délivre des câlins maladroits, conscience que sa vulnérabilité est désormais force collective. En rentrant, elle compte les billets avec une gratitude tranquille, plus riche d'amour que d'argent pur. Quelques semaines plus tard, Juliette emménage dans un petit appartement mansardé, au 5e sans ascenseur. Les poutres apparentes sentent le bois ancien, rien à voir avec le marbre froid de l'ancienne demeure. Une seule valise et 2 cartons composent désormais l'inventaire de sa vie matérielle. Elle pose la cafetière neuve sur le comptoir, symbole modeste mais puissant de son autonomie retrouvée. Le matin,
elle ouvre la fenêtre sur les toits de zinc, accueille le chant des moineaux plutôt que le murmure du mensonge. Le vent soulève une mèche de cheveux, caresse son front enfin détendu. Elle inspire l'odeur de café frais, goûte le simple plaisir de préparer sa propre boisson sans crainte. Le soir, elle s'assied à son bureau d'occasion, relit les pages de son journal avec une distance apaisée. Chaque phrase résonne comme un rappel, elle a traversé le feu sans se consumer. Elle referme le carnet et entame un nouveau cahier, vierge, intitulé « Plan de demain ». Première ligne, suivre une formation en médiation pour aider d'autres victimes à trouver leur voie. Deuxième ligne, retourner au refuge, reprendre les promenades du dimanche avec les chiens chenapans. Troisième ligne, apprendre enfin à jouer du piano, rêve d'enfance repoussé par les compromissions conjugales. Elle lève le stylo, regarde la ville scintiller, consciente d'écrire non plus la survie, mais la renaissance. Un matin d'été, Juliette ferme la porte de son appartement, sac en bandoulière et sourire discret aux lèvres. Elle descend les escaliers en colimaçon, saluant le voisin du deuxième avec une chaleur nouvelle. Dans la rue, le monde bruise de vie, mais elle marche avec une paix rare, une force qu'on ne lui devinait pas. Elle entre dans une librairie de quartier, y dépose un manuscrit relié, son histoire, rédigée en silence, nuit après nuit. La libraire lit la dédicace, à toutes celles qu'on a voulu faire taire. Elle comprend sans un mot. Juliette sort sans se retourner, convaincue que son témoignage volera bien plus loin que la vengeance. Elle ne cherche plus à effacer le passé, mais à s'en servir comme socle pour ceux qui en ont besoin. Sur un banc du parc, elle s'assied face au soleil couchant, un carnet vide posé sur ses genoux. Elle regarde les enfants courir, les couples se retrouver, la vie continuer, simplement, calmement. Son téléphone vibre, un message d'Élise, une autre femme, victime de la même clinique, souhaite la rencontrer. Juliette répond oui, sans hésiter, car elle sait désormais que survivre ne suffit pas, il faut transmettre. Les cicatrices ne disparaîtront pas, mais elles ne guideront plus ses choix. Elle relit la première page de son nouveau carnet, commencer à vivre sans peur. Et dans le silence doux du soir, elle sait que cette fois, tout est entre ses mains.